Histoire de cœur, oui, nous allons raconter des histoires de cœur et surtout celles d'un cœur en particulier. Le cœur, cet organe de vie qui, près de 60 000 fois par an en France, devient en quelques secondes un sujet d'inquiétude, parfois de drame et de tristesse. Alors, ces cas d'arrêt cardiaque que l'on peut qualifier de rattrapables peuvent survenir à chaque instant, en toutes circonstances. Le plus généralement, sans jamais prévenir, la mort possible qu'ils peuvent entraîner n'est pourtant aucunement une fatalité, dès lors que la chaîne de secours est parfaitement optimisée pour répondre à l'urgence et ainsi sauver des vies. Nous prenons le parti ce soir de vous raconter une belle histoire, celle de Laurent Paris et du cœur qui, plus que jamais, continue de battre dans sa poitrine avec vigueur grâce à la mobilisation de nombreuses personnes qui seront à l'honneur à ses côtés. Vous l'avez compris, le sujet est sérieux, profond, il est aussi réjouissant. Chacune et chacun de nous devons, certes librement, mais en responsabilité, prendre conscience du rôle que nous sommes en mesure de jouer dans cette chaîne de l'urgence. Laurent Paris, c'est vous notre invité d'honneur ce soir, vous serez notre fil rouge, pardon pour cette charge, on va essayer de l'alléger au maximum. Mais j'aimerais que vous nous disiez ce qui se passe le 24 août 2020 à 7h du matin. On s'apprête à partir en vacances avec chouette. La famille. Voilà, on a des vacances bien méritées. Et puis après, c'est un témoignage indirect parce que j'ai tout oublié. Mais je sais que je fais un arrêt cardiaque à 7h du matin. Et moi, je vais me réveiller beaucoup plus longtemps après en réanimation dans le service du docteur Mattei. Vous aviez des antécédents J'avais une pathologie cardiaque, donc je savais que ça pouvait m'arriver et j'avais déjà eu des malaises, pas aussi graves, mais quand même assez sévères. Oui. Quand cet accident survient, votre famille est à vos côtés, votre épouse, enfants, voisins, est-ce qu'il y a des gens autour de vous? Bien sûr, oui. Bien sûr, on part en vacances. En fait, je dois la vie à des personnes qui sont ici. Le SDIS 57, Pierre Kerrer, qui m'a sauvé la vie, le docteur Mattei, c'est sûr, et une personne que je veux particulièrement remercier, c'est ma compagne, qui a fait les premiers gestes, qui a fait le premier massage. C'est elle qui vous a... Voilà. Donc c'est sûr que si elle n'est pas là, si elle n'a pas le réflexe d'appeler le SDIS et de masser, on ne se parle pas ce soir. Elle était sensibilisée à tout ça parce que vous aviez ces antécédents que vous venez d'évoquer? Surtout, elle avait été formée dans le passé, et puis après, elle sauve son compagnon, quoi. Donc c'est un instinct de survie, quelque part aussi, qui fait que tout ça se déclenche. Je pense que ça, c'est ça qui est à l'origine de tout aussi. Donc vous nous dites, je me souviens de rien, donc vous n'avez pas le temps de réfléchir en disant, bon, il faut que je m'accroche, tout ça. Non, tout ça, c'est vraiment blackout Non, total. Blackout. On a visité une maison la veille, apparemment, je m'en rappelle plus. Depuis que vous l'avez acheté, cette maison? Malheureusement, non. Kerrer, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez, on revient à ce 24 août 2020, vous arrivez, il se passe quoi? Alors, j'arrive sur place, donc je vois une personne au sol, un voisin qui est déjà en train de faire un massage cardiaque. C'est important aussi, puisqu'il y a déjà un massage qui est fait, même si ce massage n'est pas optimisé par quelqu'un dont c'est pas le métier. C'est mieux que rien. Le massage est là. Donc je pense que le docteur pourra le dire plus tard. À partir du moment où il y a quelque chose déjà qui est fait, on n'est pas à zéro, quoi. Donc je prends le relais, je me présente en professionnel du secours, je prends le relais de ce voisin, je lui donne un coup de main. Ça dure quelques minutes, donc une phase de réanimation avec la compagne de Laurent qui est présente, le voisin qui est là, moi-même. On travaille sur une réanimation cardio-pulmonaire pendant quelques minutes. Et les collègues sapeurs-pompiers arrivent, on est en secteur urbain, donc ça va relativement vite. Les collègues arrivent au bout de quelques minutes. Et puis, encore une fois, c'est l'ensemble de la chaîne des secours qui s'engage. Et c'est pas une personne, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous l'avez sauvé. Non, j'ai participé. C'est l'ensemble, mais c'est important, c'est l'ensemble de la chaîne des secours, du témoin, de celui qui téléphone et qui fait pas de geste de secours, de celui qui téléphone, de celui qui essaye de faire quelque chose, et de l'ensemble de la chaîne des secours jusqu'à la sortie de l'hôpital. Docteur Mattei, on va venir à vous dans un instant puisque M. Paris va être livré aux services médicaux. Mais juste une réaction, on ne dira jamais assez, chaque geste compte. Vous l'avez dit, Pierre Kerrer. Oui, tout à fait. Chaque geste et chaque minute compte. Comme il a été dit tout à l'heure, on sait que chaque minute de perdu, c'est 10% de survie en moins. Et il est important effectivement que dès le début, des gestes de réanimation soient faits, même s'ils ne sont pas parfaits, même s'ils sont peu assurés, il faut quand même le faire puisque c'est ça qui va engager la survie derrière. Et c'est très important, effectivement, que le premier répondant arrive derrière
et notamment puisse porter un relais derrière. Là, le voisin avait commencé, mais une personne seule qui fait un massage, s'il faut attendre 9 minutes ou 10 minutes, à la fin, on n'est plus efficace. C'est épuisant. Donc, c'est important qu'il y ait une autre personne qui arrive, et puis finalement, après que les secours arrivent, pour que tout ce monde se relaie, pour que effectivement le massage cardiaque soit le plus efficace possible. Combien de temps ça va durer votre intervention? Est-ce que vous avez à votre disposition un défibrillateur? Non, alors il n'y a pas de défibrillateur, parce que moi j'interviens le premier, donc il n'y a pas de personne qui est engagée avec un défibrillateur. Entre-temps, dans ma commune, des défibrillateurs ont été installés par la commune. Donc moi j'interviens sans défibrillateur, donc vraiment comme secouriste lambda avec un bouche-à-bouche, un massage cardiaque rudimentaire, manuel, qui ont leur efficacité néanmoins. Et donc ça dure quelques courtes minutes et quelques longues minutes selon comment on se positionne. Encore une fois, on est en secteur urbain, les collègues arrivent en 5-6 minutes. Donc le temps que moi j'intervienne, je vais peut-être faire une réanimation qui va durer entre 3 et 6 minutes peut-être, quelque chose comme ça. Et les collègues sapeurs-pompiers arrivent et prennent le relais. Donc c'est vraiment, encore une fois, l'ensemble de l'équipe qui est sur place qui travaille. Docteur Mattei, on a bien compris toutes ces étapes qui permettent finalement à Monsieur Paris d'arriver aux urgences dans les moins mauvaises conditions possibles, on va le dire comme ça. Monsieur Paris arrive en vie, les équipes médicales de l'hôpital de Mercy vont l'accueillir dans un premier temps, donc tout près à Metz. Pas à Metz, sur l'Eurométropole de Metz. Racontez-nous ce qui se produit, il faut être précis. Racontez-nous ce qui se produit à partir de ce moment-là, s'il vous plaît. Alors effectivement, il est adressé tout d'abord au CHR Metz-Thionville à Mercy. Et là, effectivement, il constatait que son cœur fait toujours des troubles du rythme, que son cœur marche bien. Donc l'urgence a été effectivement d'assurer quand même un débit de sang dans son organisme qui soit satisfaisant. Vu que son cœur n'arrivait pas à le faire, ils lui ont implanté une machine en mettant des gros cathéters au niveau du pli de l'aine pour remplacer son cœur transitoirement. Et ensuite, son dossier était connu, on savait qu'il avait une pathologie cardiaque qui pouvait lui donner ces troubles du rythme, donc il n'y avait pas énormément de recherches supplémentaires à faire sur les causes de l'arrêt cardiaque. Et secondairement, effectivement, il a été adressé au CHU de Nancy pour essayer d'arrêter ces troubles du rythme pour que les cardiologues essayent d'arrêter ces troubles du rythme en allant un peu griller les fibres cardiaques qui sont responsables des troubles du rythme. Donc c'est dans ces conditions-là qu'il a été adressé dans un second temps au CHU de Nancy. Et après on peut en parler effectivement, à moins que vous y en parliez un peu plus tard. Mais vous êtes l'invité. Hein, Mais... Après, effectivement, il y a eu une période où ses troubles du rythme se sont arrêtés et on a pu lui enlever cette machine. Néanmoins, le cœur était malade. Le cœur restait malade, le cœur restait très fatigué par tout ce qui s'était passé. Et c'est là, après, dans un deuxième temps, qu'on est rentré dans une... Il y aura d'autres phases. Alors justement, je voulais revenir sur un point, parce que les équipes médicales travaillent évidemment sur la dimension physique, mais il y a aussi la dimension psychologique, il y a l'accompagnement des personnes, parce qu'il y a aussi une souffrance autour de Laurent Paris. On en parle un petit peu? Alors oui, c'est primordial même. Hein. C'est quand on reçoit... Alors je ne parle pas de M. Paris, parce que je ne l'ai pas vu à l'arrivée, il était dans un autre hôpital. Mais quand on reçoit un patient qui était victime d'un arrêt cardiaque, on est tous les médecins, on est toujours très prudents sur le pronostic. Parce qu'on s'attend au pire, finalement. Quand on est... Et surtout, on ne peut pas prévoir. Bien sûr. Au départ, on ne peut absolument pas prévoir. Il y a surtout deux problématiques. La problématique du cœur, généralement, la cause est d'origine cardiaque. Donc ça peut être un infarctus, donc le cœur a pu souffrir énormément et peut ne pas récupérer suffisamment bien. Et deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, on sait qu'au bout de quelques minutes, les cellules du cerveau, si elles sont privées d'oxygène, peuvent se détruire de façon irréversible. On sait qu'il y a un problème cérébral. Et ça, on peut malheureusement pas l'évaluer tout de suite. Parce que, pour deux raisons. Et d'une, parce que c'est trop tôt. Et de deux, parce que, généralement, on va essayer de protéger au maximum le cerveau. Et généralement, on fait ce qu'on appelle une hypothermie thérapeutique, c'est-à-dire qu'on refroidit le corps du patient pour essayer de protéger au maximum le cerveau pendant 24 heures. Donc, pendant cette période-là, on n'arrive pas à se prononcer. Donc, c'est vrai qu'avec les familles, on ne peut pas répondre à leurs questions. Leur question, c'est ce qui va se réveiller toujours. Et ça, malheureusement, je dis, je peux pas vous répondre tout de suite. On pourra vous le dire dans les jours qui viennent. Il est possible qu'il se réveille sans séquelles. Il est possible qu'il ne se réveille pas du tout. Et entre les deux, il y a une multitude de tableaux cliniques qui peuvent être présents
comme un réveil avec des séquelles ou comme un état végétatif. Donc, pour l'instant, au début, on ne peut vraiment rien dire. Et c'est au fur et à mesure des jours qu'on accompagne les familles et qu'on les tient au courant, heure par heure, jour par jour, de l'évolution du problème cardiaque, du problème neurologique. Alors, malgré tous ces efforts, malgré toute cette expertise, cette empathie aussi, parfois ça finit mal. Qu'est-ce qui fait que Laurent Paris a finalement été sauvé? Quels sont les ingrédients qui ont fait qu'on a pu lui sauver la vie? Ben déjà, que vos équipes ont pu, avec l'ensemble de la alors chaîne, je pense bien que sûr. c'est surtout effectivement le problème neurologique apparaissent dans les premières minutes. Ouais. Si effectivement il n'y avait pas eu de massage cardiaque immédiat par le voisin, puis par le premier répondant, je pense qu'il ne serait pas à côté de moi à ce moment. C'est justement parce que la chaîne des secours, tous les maillons ont été présents, qu'il est encore vivant et que le cerveau n'a pas été abîmé. C'est sûr que effectivement, c'est très important que ces maillons s'enchaînent les uns après les autres. Et plus il y a du retard à la prise en charge, plus on a des risques que malheureusement ça se passe pas. On rappelle quand même, je n'ai pas envie de donner de mauvaises nouvelles ce soir, mais le taux de mortalité, il est quand même important. Le taux de mortalité, à l'arrêt cardiaque. le taux de mortalité, il est entre 5 et 10%, aux alentours de 8% du taux de mortalité de l'arrêt cardiaque en France. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi compter qu'il y a des personnes qui survivent avec des séquelles neurologiques qui peuvent être majeures, comme un état végétatif, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune conscience. On vous retrouve donc un petit peu plus tard avec un cœur qui fonctionne correctement. Vous reprenez la vie normale, mais il faut déjà songer à une nouvelle étape. Ça s'appelle la transplantation. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Et pourquoi cette nouvelle étape? Vous nous racontez? Je tiens à dire déjà que moi, quand je me réveille... oui, c'est vrai que vous... Ouais, en fait, parce que là, on fait un bond dans le sens. Vous les gens, mais en fait, voilà, moi, quand même. J'ai une prise de conscience quand même. Donc, je me réveille entouré et aimé. Et ça, c'est important par rapport à ce qui vient d'être dit. Sûr. Avec un cœur certes fatigué, parce que là, mais toute ma tête, ça c'est un élément important qui rassurera tout de suite ceux qui m'entourent. Et puis une véritable envie de vivre. Voilà. Après, les médecins ont fait un super job. Et assez tôt, je pense, je sais pas combien de jours après, mais le docteur Mattei exprime la possibilité d'une greffe. Mais ça va pas être possible à ce moment-là. Et un peu plus tard, à froid, on va en rediscuter. Et là, tout un processus va se mettre en place. Je vais franchir avec succès les étapes parce que c'est pas évident. Il y a quand même un parcours clinique à faire et pour être inscrit sur une liste de demandeurs. Vous pouvez nous parler un peu de ce parcours justement, docteur Mattei? Oui, tout à fait. Pour inscrire quelqu'un sur une liste de transplantation, il faut déjà qu'il y ait une indication. Il faut qu'il y ait un cœur fatigué, suffisamment fatigué, parce que mine de rien, la transplantation, il y a quand même des risques, on en parlera tout à l'heure. Donc, greffer quelqu'un qui va bien, ça n'a pas de sens. C'est prendre des risques pour pas grand-chose. Donc, il faut que quelqu'un qui, effectivement, ait un cœur fatigué et des symptômes cliniques, c'est-à-dire qu'il soit essoufflé ou qu'il fasse des troubles du rythme. Donc, il faut déjà une indication. Et après, tous les examens qu'on fait, c'est à la recherche de contre-indications. On sait que notamment certains cancers, enfin les cancers sont des contre-indications, puisque derrière les médicaments qu'on donne pourraient faire flamber certaines tumeurs, donc on recherche des cancers, on recherche des pathologies infectieuses, on fait beaucoup de recherches pour éliminer toutes les contre-indications, et à partir du moment où il y a l'indication et pas de contre-indication, et que le patient souhaite aussi être inscrit sur une liste d'attente de transplantation cardiaque, dans ce cas-là, on procède à cette inscription. Vous le souhaitiez? La question s'est même pas posée. Une véritable envie de vivre, une seconde chance, la confiance dans les équipes du CHU qui me suivaient depuis un certain temps. Donc c'était go tout de suite, quoi. Voilà. Quels sont les risques, docteur? Il y a des contraintes, des risques, puis il faut trouver aussi des donneurs. Alors, tout à fait. Il y a toute une série d'éléments. Effectivement, on sait qu'il y a des risques, hein, malheureusement. On sait que le cœur, tout de suite après la greffe, le nouveau cœur ne fonctionne pas toujours très très bien immédiatement. Il faut quelques jours pour refonctionner de manière un peu plus optimale. Et donc, il y a tous les problèmes d'un cœur qui fonctionne pas bien. Les autres organes peuvent moins bien fonctionner, du coup. Et surtout, on met des médicaments pour éviter le rejet. C'est-à-dire que on veut faire en sorte que les globules blancs du receveur, donc par exemple de M. Paris, n'aillent pas détruire tout de suite le nouveau cœur, parce que c'est le réflexe immédiat de l'organisme, c'est d'aller détruire ce qui est étranger.
Donc on donne des médicaments qui marchent très très bien, mais du coup les globules blancs ne vont plus du tout détruire ce qui est étranger. Ils vont pas détruire le nouveau cœur, mais ils vont pas détruire non plus les bactéries, ils vont plus détruire les virus. Et donc il y a des risques infectieux qui sont majeurs, surtout au tout début, où on est obligé de mettre de très grosses doses. Et donc on dit que les 2, 3, 4 premières semaines après la transplantation, les risques sont majeurs. Et malheureusement, on sait que globalement en France, hein, on a la même expérience à Nancy qu'en France, mais il y a entre 15 et 20% des patients qui décèdent pendant cette période post-opératoire, parce que c'est pas tellement le geste qui est lourd, le geste, si les chirurgiens m'entendaient, ils seraient furieux, mais c'est que de la couture. C'est de la couture. C'est de la technique. Non, c'est de la couture. Voilà, ils sont furieux, mais c'est de la couture. Voilà, vous l'avez entendu, ce sera pas répété. Le plus compliqué, c'est après, et effectivement, 20% de personnes chez qui ça se passe mal. Alors c'est sûr que vu comme ça, ça fait beaucoup, mais il faut pas oublier que derrière, ça fait donc 80% chez qui ça se passe bien. Et c'est à mettre en parallèle avec le risque de ne rien faire. C'est-à-dire que c'est des patients qui souvent ne peuvent plus sortir de chez eux, ne peuvent plus rien faire, et ont un risque de mourir. Comme Monsieur Paris, il avait le risque de refaire des troubles du rythme et de refaire un autre arrêt cardiaque, qui était beaucoup plus important que ce risque de 20%. Donc au final, c'est une chance supplémentaire. On trouve des donneurs facilement. On trouve des donneurs. Je mets des guillemets, bien sûr, mais... On trouve des donneurs. Alors les donneurs, c'est des gens qui ont ce qu'on appelle une mort cérébrale et une mort encéphalique, c'est-à-dire des gens qui ont eu des lésions au niveau du cerveau, que ce soit suite à un accident de la route, que ce soit suite à un accident vasculaire cérébral, chez qui le cerveau est définitivement détruit, mais les autres organes sont encore en pleine fonction et on peut les prélever pour les donner à des personnes en attente. Alors est-ce qu'on en trouve facilement? Malheureusement non. Et il y a toujours en France une pénurie de donneurs, malheureusement. On sait qu'il y a à peu près une personne inscrite sur la liste d'attente sur 2 qui sera greffé. Voilà. Un sur 2 qui sera greffé, un sur 2 qui malheureusement n'aura pas cette chance. Laurent Paris, vous êtes aujourd'hui un homme neuf, fringant. C'est vrai que vous êtes en forme. Merci. Tout à l'heure, quand on vous a accueilli, ça fait plaisir. Avec un cœur donc en pleine forme, vous le confirmez, et qui vous promet une très belle espérance de vie, c'est ça? Donc Paris gagné. Oui, Paris gagné. J'avais envie de vivre, vous tout à fait, dit tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'il y a l'envie de vivre qui est là de toute façon. Tout ce qui est dit là confirme ce que je savais déjà, c'est que j'ai une chance incroyable. Vous êtes très reconnaissant en fait. C'est le moins que je puisse faire. Je dois avoir une vie à la hauteur de la chance qui m'est donnée. Elle doit être exemplaire et elle doit être donnée vers les autres aussi. On peut vous demander plein de trucs alors. Ben allez-y. Est-ce qu'on peut dire que Docteur Mattei, est-ce qu'on peut dire que Laurent Paris peut vivre une vie vraiment normale? Alors je pense que c'est à lui qu'il faut le demander, non, mais je pense d'abord au médecin, mais je pense que oui, ouais. Oui, ils peuvent avoir une vie normale. Et ce que j'explique aux patients que moi je vois en consultation avant les transplantations cardiaques, c'est qu'ils peuvent avoir une vie normale au prix de médicaments qu'il va falloir prendre à vie. Ça malheureusement on peut pas faire sans. Et au prix d'un suivi qui peut-être la première année est un peu rapproché, un peu serré, mais qui au fur et à mesure va s'espacer et va devenir beaucoup plus léger. Donc oui, une vie normale, après une période de rééducation, de réadaptation qui va prendre quelques semaines à quelques mois. Une vie normale. Une vie normale, mais pas une vie de tête brûlée. Hein, ça ne veut pas dire ça non plus. Mais tête brûlée, c'est pas une vie normale. Voilà, une vie normale. Frédéric Lebold, la boucle est bouclée. Alors vous m'avez un peu divulgaché tout à l'heure, parce que je voulais vous lancer sur le fait que la boucle est bouclée, parce que Monsieur Paris est devenu premier répondant. C'est une super fierté, non? C'est une très belle fierté, ouais, d'avoir, ne serait-ce que, j'avais toujours dit que le travail que je faisais pour l'association, pour créer l'application, le jour où on en sauvait un, ça effacait, ça méritait tout le travail. La première fois qu'il y a eu les contacts, que j'avais discuté avec Pierre, qu'il m'a dit qu'il t'avait eu au téléphone, etc. Voilà, c'est un moment qui est très émouvant de se dire, on s'est battu et il y a quelqu'un qui va bien grâce à tout ça. Alors, on reste très humble dans le sens où on est tout à fait d'accord, s'il n'y avait pas eu ta femme qui serait intervenue, qu'il n'y aurait pas eu le voisin, etc. On est vraiment qu'un tout petit maillon, mais on rentre dans une chaîne de secours qui a permis d'être là aujourd'hui et qui est beau. Donc, et en plus avec une boucle bouclée, avec Laurent maintenant qui nous aide au niveau de l'association. Donc, alors on comprend, pour vous c'était logique de devenir premier répondant avec ce que vous avez dit juste avant. Vous êtes déjà intervenu? Non. Vous êtes impatient? Mais en tout cas, ça peut être d'une effectivement certaine manière, évidemment, une opportunité de rendre encore. Mais vous parliez de citoyenneté tout à l'heure. Oui. Déjà, ça, c'est un premier geste qu'on peut faire. C'est convaincre
ma participation aujourd'hui, à d'autres opérations que l'association propose, et dans ma vie de tous les jours, la sensibilisation, de la formation au premier secours, de l'importance de s'ouvrir à l'autre, parce que finalement, il y a un geste d'aller vers l'autre, et aider l'autre, c'est commencer par s'aider soi-même aussi, dans ces conditions. Donc il y a cette dimension citoyenne sur laquelle je veux aussi m'investir.